Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter les aspects histologiques qu'on pourra observer dans une entité qui est assez fréquente qu'on appelle le goitre multi-hétéronodulaire. Donc j'aimerais commencer par des généralités. Le goitre multi-hétéronodulaire c'est défini par un élargissement qui est souvent asymétrique de la glande thyroïde et qui est caractérisé par un aspect multinodulaire. Donc déjà on peut comprendre que la physiopathologie de cette entité, c'est en fait la présence de plusieurs nodules de différentes tailles qui sont présents au niveau de la thyroïde, ce qui va donner cet élargissement de la taille de la thyroïde. Et donc ceci est secondaire à une hyperplasie épithéliale folliculaire qui est secondaire elle-même à deux phénomènes possibles. Donc soit une altération de la production des hormones thyroïdiennes et ou une augmentation de la production de la TSH. Donc il y a dans tous les cas une activité qui est importante des cellules thyroïdiennes. Cliniquement, c'est une entité qui intéresse les sujets plus ou moins âgés, entre 5e et 7e décennie de vie. Les femmes sont particulièrement atteintes par cette entité par rapport aux hommes. Donc on a selon les études de 5 à 10 fois où on a une atteinte des femmes par rapport à un homme. Et concernant le traitement, on peut utiliser ou bien avoir recours à une abstention thérapeutique, sauf dans les cas de maladies symptomatiques où on a à réaliser une thyroïdectomie totale, ça veut dire une ablation ou bien une exérèse de toute la thyroïde. Macroscopiquement, comme on a dit, puisque l'entité elle est caractérisée par cet élargissement de la glande thyroïde, donc c'est logique d'avoir une thyroïde de volume augmenté, et puisqu'on avait parlé aussi de la présence de plusieurs nodules, donc c'est normal d'avoir à la coupe la présence de plusieurs nodules au niveau de la thyroïde, ce qui va donner un aspect hétérogène au niveau de cette glande. Concernant l'aspect histologique maintenant, comme d'habitude, on va essayer de voir l'aspect sur des lames virtuelles. Donc je vais commencer par un exemple dans lequel on a les aspects un peu classiques de cette entité. Puis on verra un autre exemple, un deuxième où on aura des remaniements secondaires qui sont surajoutés. Donc pour le premier cas, ce qu'on est en train de voir ici, donc c'est un prélèvement réalisé au niveau de la glande thyroïde, donc qui était augmenté de taille avec un aspect nodulaire, déjà visible à l'étape de macroscopie, puis on a fait le prélèvement, donc on a coloré la lame, et c'est le résultat, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Alors ce qu'on voit ici, déjà c'est un parenchyme thyroïdien, avec au niveau de ces parties en haut, on a un aspect plus ou moins normal, donc on voit des follicules voilà, qui sont adjacents l'un à côté de l'autre. La taille, elle est variable, la forme, elle est variable, mais il n'y a pas vraiment une grande différence entre les follicules qui sont adjacents. Donc on va garder la taille de ces follicules, comme ça, comme étant une taille de référence pour voir la partie pathologique. Et donc, si je reviens au faible grossissement, je vais voir que la partie malade qui est là, elle est caractérisée par la présence de nodules. Donc, je peux dessiner un nodule à ce niveau, donc un autre ici, on a un autre de plus grande taille à ce niveau, on a un autre ici, et puis un autre à ce niveau. Alors, déjà à ce faible grossissement, à côté de la présence de ces nodules, je peux apprécier la taille importante des follicules à l'intérieur. Donc tout ça, ce que je vois ici, c'est un follicule. Voilà un autre follicule, un autre follicule. Donc ça, c'est important aussi pour le diagnostic de cette entité, c'est la taille des follicules. Il n'y a pas que les follicules de grande taille, mais il y a aussi de petite taille. Donc on a des gros follicules, des petits follicules. Donc je vais partir vers les zones qui présentent les éléments les plus caractéristiques de cette entité. Alors comme ce qu'on a vu déjà pour l'histologie normale de la thyroïde, et d'ailleurs il y a une vidéo sur le sujet qui est disponible sur la chaîne, on avait dit que en cas d'activité qui est plus ou moins importante de la thyroïde, même à l'état physiologique, on avait la formation de prolongements papillaires, ce qu'on a appelé des formations de Sanderson, même à l'état normal. Alors, dans les cas d'hyperplasie, ça veut dire notamment dans le cas qu'on est en train de discuter actuellement, ça veut dire le goitre multi-hétéronodulaire, on aura ces formations qui sont présentes à une plus grande fréquence.
Alors c'est ce qu'on observe ici, donc c'est les prolongements papillaires qui sont projetés au niveau de la cavité du follicule, donc puisque tout ça c'est un seul follicule avec de la colloïde qui paraît ici en éosinophile. Et puis il y a ces projections, donc là, une projection, une autre qui est ici, une autre de petite taille, une autre là, au sein de laquelle on a un petit follicule qui est bien arrondi. Et puis les cellules, ça aussi on l'a déjà cité, c'est que puisqu'on est dans un état hyperplasique, on a tendance à avoir des cellules qui sont cylindriques par rapport à des cellules qui sont cubiques ou bien aplaties à l'état quiescent, si on veut dire, ou bien l'état inactif de la glande. À côté de ça, il y a un autre élément qui témoigne de cette hyperactivité, c'est la présence de ces vacuoles vides qui sont le témoin d'une résorption de la colloïde qui est là vers les thyréocytes. Donc tout ça, c'est en faveur d'une activité accrue au niveau de cette glande. Un autre élément au cours du goitre multi-hétéronodulaire, c'est que fréquemment, on observe des dépôts à l'intérieur du cytoplasme des thyréocytes. C'est ce qu'on voit ici, donc des dépôts qui sont un peu marrants, granulaires, parfois d'aspect doré. Donc quand on les voit ici par exemple, on voit là aussi un peu, là aussi et là aussi. C'est en fait de l'hémosidérine qui est présente au niveau du cytoplasme. C'est un élément qu'on peut aussi observer au cours du goitre multi-hétéronodulaire. Et puis j'aimerais aussi revenir à un faible grossissement pour vous montrer qu'il y a aussi des zones qui sont un peu denses, qui paraissent un peu colorées par l'hématoxyline, je veux dire, parce qu'il y a une plus forte densité de noyaux. Alors si je descends, je vais vous montrer en fait la raison pour laquelle il y a cette densité importante de noyaux. C'est parce que on a des formations microfolliculaires. Alors ces formations microfolliculaires, elles peuvent contenir au centre de la colloïde, comme ce qu'on voit sur ces exemples-là, et parfois on peut avoir carrément une absence de colloïde au centre. Par exemple, ce tout petit follicule, là aussi, il ne contient pas de la colloïde. Et donc au faible grossissement, c'est ce qui donne cet aspect un peu bleuté de ces régions. Donc voilà une autre région bleutée, sauf que si on agrandit, ça ne va pas être des follicules cette fois, c'est un infiltré inflammatoire mononucléé, comme ce qu'on voit ici, essentiellement des lymphocytes, donc ils peuvent être observés dans le cadre de goitre multi-hétéronodulaire. Alors dans ce foyer de lymphocytes, il n'y a pas que des lymphocytes, donc on peut distinguer aussi la présence de quelques cellules géantes, comme celle-là par exemple, et c'est normal de les trouver parce que on peut avoir une rupture de follicule et puis une extravasation de la colloïde qui va être considérée comme étant un corps étranger. Fréquemment aussi, parmi les remaniements secondaires qu'on pourra observer dans le goitre multi-hétéronodulaire, on a à voir des suffusions hémorragiques. Donc voilà un foyer, donc si on cherche plus, on pourra trouver mieux. Alors mêlé aux lymphocytes qu'on vient de voir, donc il y a aussi des globules rouges, donc c'est des foyers de suffusion hémorragique. Et qui dit foyer de suffusion hémorragique, extravasation de globules rouges, ils vont être dégradés et donc ils vont libérer leur contenu en fer, ce qui va faire appel aux histiocytes pour phagocyter le fer libéré et le stocker au niveau du cytoplasme sous forme d'hémosidérine. Alors donc tout ce qu'on voit ici, c'est en fait des histiocytes rempli d'hémosidérine. Voilà, donc on voit ici un histiocyte avec un noyau à ce niveau qui est coloré par l'hématoxyline, et puis on a ces dépôts granulaires dorés d'hémosidérine. Il prend alors, dans ce cas, le nom de sidérophage. Donc c'était le premier exemple, donc avec les éléments les plus importants à trouver pour poser le diagnostic de goitre multi-hétéronodulaire. Donc j'aimerais passer maintenant au deuxième cas, donc qui est celui-là. Donc c'est un cas qui présente plus de remaniements secondaires. Alors si je cherche les éléments diagnostiques pour le goitre multi-hétéronodulaire, déjà au faible grossissement on a un aspect nodulaire, donc sur l'image on a 3 nodules. Et puis si j'agrandis, je vais trouver une association de follicules qui sont de grande taille, plus que la normale, et d'autres qui sont de petite taille, ce qu'on voit ici. Voilà, si je cherche aussi, je vais trouver des signes d'hyperactivité de la glande, notamment ces prolongements papillaires à ce niveau. Donc la coloration A ne permet pas vraiment d'apprécier la hauteur des cellules, mais bon, si on essaie, on va trouver qu'il y a des cellules quand même qui sont cylindriques, avec la hauteur de la cellule qui est plus que la largeur. Donc toute cette partie-là, elle est faite de cellules qui sont cylindriques. Et puis aussi la présence de vacuoles de résorption. Tout ça, ça rentre dans le cadre du goitre multi-hétéronodulaire et dans le cadre d'une hyperactivité. Donc parmi les remaniements qu'on avait discutés, il y avait les suffusions hémorragiques. Donc on voit,
Donc on voit ici, où est-ce qu'il était? Bon, je pense qu'il y avait un foyer de suffusion hémorragique avec des globules rouges qui étaient en fait extravasés même à l'intérieur du follicule. Voilà. Donc, alors, ici, c'est la colloïde. Donc, on est d'accord. Donc, c'est une substance qui est amorphe, très homogène et eosinophile. C'est ce qu'on voit ici. Et à l'intérieur de laquelle, donc, on a la présence de quelques cellules qui sont augmentés de volume. Donc quelques-uns ils sont d'aspect un peu blanchâtre, d'aspect clair, et d'autres qui sont marrons, donc avec un contenu qui est doré. C'est toujours les sidérophages, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit ici. Alors les autres qui ont un cytoplasme qui est un peu clair, qui ne contient pas de l'hémosidérine, on va les appeler simplement des histiocytes, parce qu'ils n'ont pas phagocyté du fer. Et là, juste à côté, on a un follicule, mais le contenu il est différent. Alors si on observe bien, c'est pas de la colloïde, c'est des structures qui sont arrondies et eosinophiles, et c'est en fait des globules rouges. Donc c'est un foyer de suffusion hémorragique. Et là où on trouve de la suffusion hémorragique, quand c'est chronique, on aura le temps suffisant pour faire appel aux histiocytes qui vont phagocyter ça et donc stocker, comme on l'a dit, le fer sous forme d'hémosidérine et donc prendre le nom de sidérophages. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est des sidérophages. Alors un autre remaniement secondaire, c'est la possibilité d'avoir ou d'observer des cristaux de cholestérol à l'intérieur des follicules ou aussi à l'extérieur, ça veut dire au sein de l'interstitium de la thyroïde. Alors, ici on a la colloïde, donc l'aspect est toujours homogène et eosinophile. On a aussi des sidérophages qui sont à ce niveau. Et puis on voit des spicules, donc des espaces clairs qui sont vides, qui ont cette forme un peu d'épine, qui sont spiculés. Alors ça, en fait, cette forme elle est caractéristique des dépôts ou de spicules de cholestérol. Alors, ces spicules de cholestérol-là, ils sont observés au sein du follicule thyroïdien. Ils peuvent être également observés au sein, en fait, du parenchyme thyroïdien. Et quand c'est le cas, on a une réaction à corps étranger contre ces spicules de cholestérol. Donc, ce qui explique la présence de ces cellules géantes avec une disposition un peu aléatoire des noyaux au sein du volumineux cytoplasme qu'on est en train d'observer ici. Donc voilà un autre exemple d'une cellule géante, voilà une autre, et d'autres de plus petite taille, avec un aspect parfois qui est pigmenté, ce qui témoigne aussi d'une phagocytose associée, je voulais dire, donc de matériel ferrique. Voilà. Et puis voilà, donc tout ça c'est en fait des histiocytes, voilà, qui vont par la suite possiblement fusionner et former des cellules géantes comme celles qu'on vient de voir. Voilà, donc c'était, je pense, la majorité des éléments qu'on devrait discuter sur cette lame. Donc c'était essentiellement pour vous montrer les différents remaniements secondaires qui sont parfois manifestes sur le prélèvement. Donc comme ça on termine avec les lames histologiques et j'aimerais revenir vers la présentation pour résumer ce qu'on vient de voir. Alors sur l'aspect microscopique, donc ces nodules, comme on vient de le voir, donc il n'y avait pas de capsule à l'extérieur qui entoure les nodules, mais c'était associé à une compression en périphérie du parenchyme thyroïdien normal. Donc parfois on peut avoir de la fibrose et donc on parlera d'une pseudo-capsule et non pas d'une vraie capsule. Comment faire la différence? C'est par l'absence de fibrose, ça veut dire la capsule, ou bien la pseudo-capsule, pardon, elle va être fine par rapport à une vraie capsule. Et puis, au niveau de cette capsule, on ne doit pas avoir des vaisseaux à paroi musculaire épaisse. Les follicules, ils sont souvent larges, avec des papilles, et ces papilles, elles doivent être, comme nous l'avons vu sur la lame virtuelle, elles doivent être simples, non complexes et non branchées. Et les cellules, elles sont soit aplaties, cubiques, cylindriques ou parfois même d'aspect oncocytaire, ça veut dire des cellules donc augmentées de taille avec un cytoplasme qui est abondant et un noyau qui est nucléolé. C'est un élément qu'on n'a pas observé sur les lames virtuelles qu'on a vues. Et puis l'hémosidérine, souvent, elle est observée au niveau du cytoplasme des cellules folliculaires. Alors j'aimerais attirer l'attention vers deux éléments sur cette plaque, c'est que l'absence de vaisseaux à paroi musculaire au niveau d'une pseudo-capsule, ça aide à faire le diagnostic différentiel avec un adénome folliculaire.
donc qui est fait partie en fait du diagnostic différentiel. Et puis l'aspect des papilles, deuxième élément important, c'est important de vérifier si elles sont simples, non complexes et non branchées, et surtout vérifier l'état des noyaux pour voir s'il s'agit d'un carcinome papillaire, qui fait partie également du diagnostic différentiel. Et il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a des cas qui ne sont pas rares d'association de foyers de microcarcinome papillaire sur une thyroïde siège de goitre multi-hétéronodulaire. Donc parfois, comme on a vu sur la lame virtuelle, on peut avoir un aspect solide, donc qui est dû à l'architecture soit solide ou bien microfolliculaire, avec peu ou pas de colloïdes. Et les remaniements secondaires, ils sont fréquents, donc de l'hémorragie avec la présence de sidérophage. On peut avoir également une hyperplasie endothéliale. On peut avoir des remaniements kystiques avec la présence d'histiocytes, des dépôts de cholestérol, de la fibrose qui peut s'installer au centre de nodules, ainsi que des calcifications. Les métaplasies, elles sont possibles. Métaplasie osseuse qui survient le plus souvent à proximité des calcifications, métaplasie cartilagineuse, malpighienne ou adipeuse, et aussi possibilité d'avoir une réaction granulomateuse. Le diagnostic différentiel il se pose avec plusieurs entités, les plus importantes sont représentées sur cette diapo, et tout ça on va le voir dans de prochaines vidéos avec plus de détails. Donc on peut citer l'adénome folliculaire et le carcinome papillaire, c'est ce qu'on avait discuté, et le carcinome folliculaire, le goitre dyshormonogénétique ainsi que le goitre amyloïde, tout ça, ça fait partie du différentiel. Donc on arrive maintenant à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur l'histologie de la thyroïde pour mieux comprendre le pathologique. Et j'espère que ça a été utile et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.